L'obligation d'information, j'en parle aujourd'hui parce qu'avec la réforme, cette obligation d'information fait partie désormais des obligations qui sont de droit commun, si je puis dire, dans le droit des obligations. Alors, revenons en arrière. Dans le Code civil de 1804, il n'y a pas trace, évidemment, d'une quelconque obligation d'information précontractuelle, parce que là, pour le coup, je suis sur le terrain précontractuel. Pourquoi est-ce que le Code civil de 1804 n'imposait pas d'obligation d'information? Parce que, je vous en ai déjà parlé, il y a cette idée d'égalité entre les contractants. Chaque contractant est libre, égal à l'autre, donc je n'ai pas besoin que l'autre m'informe. Je suis grand, je peux aller m'informer tout seul. Néanmoins, je vous ai aussi expliqué, vous avez compris, je pense, la philosophie. Cette philosophie a évolué. L'idée d'égalité n'existe plus, est une utopie, en fait, n'a jamais vraiment existé. Du coup, on prend conscience du fait que parfois, il y a des plus forts et des plus faibles, ou des personnes qui savent mieux que d'autres, ou qui peuvent plus facilement avoir accès à l'information que d'autres. Donc des lois spéciales, ponctuelles, sont venues imposer des obligations d'information à certains professionnels. C'est le cas par exemple dans le Code de la consommation. L'article L111-1 impose aux professionnels d'informer le consommateur sur le produit qu'il lui vend ou sur le service qu'il va lui vendre. C'est le cas aussi dans le Code de la santé publique. L'article L1111-2 impose au médecin l'obligation d'informer son patient. On voit bien que le professionnel est tenu de cette obligation. La jurisprudence est venue étendre ces lois spéciales à finalement l'égard de tous les professionnels. L'idée, c'est que quand vous êtes professionnel face à un profane, vous devez informer le profane. Ça, c'est la jurisprudence. Pour essayer de restaurer un petit peu d'égalité, pour que finalement le professionnel qui sait mieux que le profane donne au profane l'information qui lui est nécessaire pour contracter de manière parfaitement lucide. Eh bien, ça a été consacré par la réforme. Cette extension praetorienne a été consacrée par la réforme. Désormais, c'est l'article 1112-1 du Code civil qui prévoit cette obligation générale d'information. Alors, qui en est le débiteur? Celui qui connaît l'information. Il n'est pas écrit le professionnel. C'est donc plus large que ce que prévoyait la jurisprudence. La jurisprudence insistait, c'était le professionnel. Les lois spéciales exigeaient que ce soit un professionnel. Là, même un profane pourrait être tenu de cette information, tenu à cette obligation d'information dès lors qu'il connaît une information. Quel est l'objet de cette obligation? C'est-à-dire, que faut-il dire en fait? Eh bien, déjà une première chose, il est important de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'informer sur la valeur du bien. Bon, on a maintenu ce qui était dans l'état de la jurisprudence antérieure, la valeur du bien, chacun est, on va dire, suffisamment capable de se renseigner. On n'a pas besoin d'informer l'autre sur la valeur du bien. En fait, quelles sont les informations qui doivent être délivrées? Ce sont toutes les informations déterminantes, donc vraiment importantes, les essentielles, pas la peine d'informer sur tous les petits détails annexes. Une information que l'autre ignore légitimement. Ça veut dire que si l'autre peut se renseigner et facilement connaître l'information, on n'a pas forcément besoin de lui dire. Légitimement, il est en droit de l'ignorer, on doit donc le lui dire. Ou alors on doit informer quelqu'un si le créancier fait confiance à son co-contractant. Donc vous devez informer votre co-contractant chaque fois qu'il vous fait confiance. Ça, c'est un peu vaseux comme terminologie. Faire confiance, sans être vraiment naïf, quand on conclut un contrat avec quelqu'un, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Chacun essaye quand même de tirer un peu son avantage, le contrat à son avantage. Donc on verra comment la jurisprudence interprète cela, mais c'est vrai que le terme n'est pas forcément très adapté. Alors, quelle est la sanction en cas de violation de cette obligation d'information précontractuelle? Des dommages et intérêts, on a violé une obligation, mais éventuellement, en plus, la nullité du contrat pour erreur ou pour dol, ce que vous étudierez quand vous étudierez les vices du consentement. Reste un problème, la question de la preuve. Qui doit prouver et qui doit prouver quoi? L'existence de l'obligation d'information, c'est le créancier qui doit la prouver. Je prétends qu'on devait m'informer. C'est à moi de prouver que l'information était déterminante, que je l'ignorais légitimement. C'est à moi de prouver que l'information m'était due. En revanche, la question de l'exécution, c'est au débiteur de l'obligation d'information de prouver qu'il a correctement exécuté cette obligation. C'est par rapport au droit commun un renversement de la charge de la preuve. Je m'explique. En principe, celui qui agit en responsabilité pour violation de l'obligation d'information. C'est lui qui est le demandeur, c'est donc lui qui doit prouver qu'il existait bien une obligation d'information et que
le débiteur a violé cette obligation. C'est à moi de prouver la faute. Normalement, c'est moi qui dois tout prouver. Mais vous êtes d'accord qu'il est extrêmement compliqué de prouver que je n'ai pas été informé. Rapporter une preuve négative, c'est difficile, sinon impossible. Du coup, pour favoriser la victime, la jurisprudence avait renversé la charge de la preuve en disant qu'en fait, c'était au débiteur de prouver qu'il avait correctement exécuté son obligation d'information. Ce qui n'est pas très compliqué pour lui. Il suffit qu'il se ménage une preuve par écrit en disant « voilà, regardez, je l'ai informé, il a signé, je suis tranquille ». Et c'est ce qu'a consacré la réforme. C'est-à-dire que ça n'est pas au créancier qui réclame des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information de prouver qu'il n'a pas été informé, c'est au débiteur de l'obligation d'information de prouver qu'il a correctement informé. À charge pour lui de se ménager une preuve, notamment par écrit.